Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Raphaël Glucksmann, qui est député européen, tête de liste PS Place Publique aux Européennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Raphaël Glucksmann. Commençons avec l'Ukraine et la Russie. Cessez-le-feu ou trêve pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que vous seriez favorable à un tel cessez-le-feu ? La France l'aurait proposé, la Russie serait d'accord ? Moi, tout ce qui permet qu'il n'y ait pas une tempête de bombes qui tombe sur l'Ukraine, c'est bon à prendre. Mais je ne fais absolument aucune confiance à Vladimir Poutine. Vous avez vu encore ses déclarations hier où il parle de décontaminer l'Ukraine du régime de Kiev. Cet homme est un guerrier et il va aller jusqu'au bout de sa guerre. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne à quel point l'aide à la résistance ukrainienne est non pas simplement un acte de solidarité vis-à-vis d'un peuple qui se bat pour sa liberté, mais un acte d'autodéfense des Européens. Un acte d'autodéfense. Oui, parce que moi j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences étrangères et j'ai analysé méthodiquement la guerre hybride que le régime de Poutine mène depuis de longues années, bien avant le 24 février 2022, contre nos démocraties européennes. Quand ils attaquent nos hôpitaux, quand ils font des cyberattaques sur nos hôpitaux et que les patients français et les docteurs français sont pénalisés, ce n'est pas en Ukraine, c'est en France. Quand ils visent nos soldats en Afrique, ce ne sont pas des soldats ukrainiens, ce sont des soldats français. Quand ils s'attaquent à l'Agence européenne du médicament, ce ne sont pas des agences ukrainiennes, mais c'est des agences européennes. Et donc, en fait, il faut comprendre que cette guerre est une guerre au long cours. Et donc, toute trêve, bien sûr, si elle sauve des vies, c'est important. Mais il faut on soit capable de maintenir un effort sur le moyen et sur le long terme. Le pari de Poutine, aujourd'hui, il est simple. Il pensait prendre Kiev en 24 heures, 48 heures, 3 jours ou une semaine. Il n'a pas réussi, grâce à la résistance des Ukrainiens. Mais son deuxième pari, c'est que nous, dans nos sociétés de poissons rouges, on est incapable de maintenir un effort sur le moyen et sur le long terme. C'est ce qu'on appelle une guerre d'attrition. Et donc nous, on doit être capable de se mobiliser, de rester focalisé sur cet objectif essentiel qui est la défaite de la Russie en Ukraine, et essentiel pour notre sécurité, pour la paix et la stabilité en Europe, pour le fait que nos enfants ne connaissent pas la guerre pendant des décennies. Là. Bon, trêve olympique, si c'est possible, vous dites oui, mais attention, je ne crois pas à la volonté de Poutine d'observer cette trêve. C'est ce que vous dites ce matin. On s'est fait rouler dans la farine pendant 20 ans par cet homme. Donc on pourrait se faire encore rouler dans la farine. À chaque fois, on a cru qu'il s'arrêterait là. Quand il a envahi la Géorgie et démembré un pays souverain, on s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est une histoire géorgienne. Ensuite, quand il a annexé la Crimée et qu'il a occupé le Donbass, on s'est dit, bon, bah, c'est le Donbass et c'est la Crimée. Et aujourd'hui, on doit comprendre que tout cela n'est pas une affaire de territoire. Tout ça n'est pas une affaire de gagner le Donbass ou d'occuper la Crimée. Tout cela est une affaire bien plus vaste que cela. Quand Poutine parle à sa population, il ne dit pas qu'il fait la guerre pour le Donbass. Il dit qu'il fait la guerre contre l'Occident collectif, c'est-à-dire contre vous et moi. Et ça, il faut qu'on arrive à les écouter, les dirigeants russes, à les lire. Moi, ce que je reproche aux dirigeants européens, c'est pendant 20 ans de ne pas avoir prêté attention à ce que disait le régime de Poutine. Et ce régime, il nous vise, nous, comme adversaires. Alors, les athlètes russes et biélorusses seront exclus de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est ce qu'annonce le CIO. Bonne mesure, j'imagine. Vous trouvez que c'est une bonne mesure. La Russie doit perdre la guerre contre l'Ukraine. Ça, vous pensez que la Russie doit perdre la guerre ou ne pas la gagner? Parce que c'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'elle doit perdre la guerre et que l'Ukraine doit retrouver les frontières internationalement reconnues de 1991. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre en Europe. Ça veut dire que n'importe quel tyran peut décider d'envahir son voisin pour choper des territoires. Que n'importe quel empire peut décider de s'agrandir indéfiniment par la guerre. Et le message qui serait envoyé aux Chinois, aux Turcs, c'est quel message? Ce serait le message d'une faiblesse insigne de l'Europe. Et moi, j'en peux plus de notre faiblesse. Pas simplement parce que je nous rêve fort, pas simplement parce que je veux qu'on s'affirme, mais parce que la faiblesse, c'est la guerre. Quand des tyrans sentent que vous êtes faible, eh bien, ce qu'ils font, c'est pas qu'ils se calment, c'est qu'ils deviennent de plus en plus agressifs et qu'ils vous marchent dessus. Et nous, on s'est laissé marcher dessus pendant des années, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui en Europe. Et donc maintenant, il faut qu'on arrête de se faire marcher dessus, qu'on arrête de se faire marcher dessus par Poutine, mais qu'on arrête de se faire marcher dessus par les Chinois qui ont ratiboisé notre industrie avec une concurrence déloyale parce que nous ne sommes pas capables de nous défendre, de défendre nos productions, de défendre nos producteurs. Il faut arrêter d'être faibles.
Si des opérations militaires sur le terrain avec des forces françaises s'avèrent nécessaires, faudra-t-il envoyer des troupes au sol? Là, on est en plein dans un débat hypothétique. Oui, c'est vrai. Typiquement français. C'est-à-dire Typiquement français, oui. On n'est pas capable aujourd'hui de livrer des oui. armes à la résistance ukrainienne. Et pourquoi on veut livrer des armes à la résistance ukrainienne? Pourquoi on doit mobiliser notre industrie? Pourquoi, finalement, au bout de 2 ans de guerre, le fait que la France ne soit pas capable de livrer plus de 3000 obus par mois quand les Russes en tirent 20 000 par jour, pourquoi ça, c'est un problème? Précisément parce qu'on le fait, tout ça, cette aide à l'Ukraine, pour ne pas avoir envoyé de troupes, pour éviter justement une confrontation militaire directe, pour faire en sorte que la résistance ukrainienne, qui est notre première ligne de front, nous prive, enfin nous empêche, nous permette de ne jamais avoir à faire cela. Et donc en France, là, on est parti sur des déclarations du président de la République, et ensuite, on a eu la scène politique française dans son ensemble, avec des gens qui venaient à la radio, à la télé, dire « j'ai pas envie d'aller mourir en Ukraine ». Personne ne vous demande d'aller mourir en Ukraine. Ce qu'on nous demande, c'est de relancer notre industrie, c'est d'être mobilisé, c'est d'être dans la solidarité, c'est de saisir les 200 milliards russes d'avoirs publics qui sont dans nos banques gelées et de les affecter à l'aide à l'Ukraine. C'est de faire en sorte que nos sanctions soient plus des sanctions à trous qui permettent à la filière de l'uranium de continuer à exporter en France, qui permettent au gaz naturel liquéfié russe de continuer à arriver en France, à Total d'être le premier importateur mondial de gaz naturel liquéfié russe. En fait, on continue à financer la guerre de Poutine. Je vais vous parler de Total tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, samedi, la veille du dernier jour de l'élection russe, M. Poutine est un chef d'État qui fait ce qu'il croit être son devoir, comme nous-mêmes, nous faisons ce que nous croyons être notre devoir. Il faut parler de la paix, la paix, la paix. Voter pour nous, c'est voter pour la paix. Que lui répondez-vous? Que rien ne semble pouvoir le guérir de ce poutino-pacifisme. Et que s'il fallait une raison pour expliquer pourquoi on n'est pas ensemble, pourquoi on a des listes différentes, pourquoi on n'a pas la même vision de l'Europe, eh bien, ces déclarations viennent le souligner une fois de plus. Ce que je veux dire, c'est, je comprends la paix, la paix, la paix. Mais qu'est-ce qui nous apportera la paix? C'est ça l'enjeu. Qu'est-ce qui nous apportera la paix? Est-ce que la paix, c'est la soumission aux tyrans? Est-ce que la paix, c'est de renier les frontières de l'Ukraine? Est-ce que la paix, c'est la capitulation? Pourquoi cette soumission, d'ailleurs, aux tyrans, de la part de Jean-Luc Mélenchon, selon vous? Mais c'est pas le seul. C'est quelque chose qui, en France, est très partagé par beaucoup de partis politiques et par beaucoup de leaders. Et pourquoi, en France, avons-nous cette propension à nous soumettre aux tyrans? Parce que je crois qu'on a perdu foi dans la démocratie. On a perdu foi dans les principes constitutifs de nos sociétés. On se sent tellement faible qu'en réalité, la seule chose à laquelle on aspire, c'est le repos. Et moi, je pense qu'il y a plus dans nos sociétés que ce que nous croyons. Moi, je pense que nos démocraties sont beaucoup plus fortes que ce que nous pensons. Et ce que je pense et ce que j'essaye de faire partout, c'est de redonner foi aux citoyens dans nos systèmes politiques, dans le fait que non, l'Europe ne rime pas avec l'impuissance, la démocratie ne rime pas avec la faiblesse, qu'en fait, on peut y arriver. Mais vous savez, cette guerre, elle aurait pu presque déjà être fini si on avait fait ce qu'il fallait, si on avait relancé notre production, si on avait livré les armes en temps et en heure à la résistance ukrainienne. Et donc, en fait, nous sommes forts, mais il faut juste qu'on en ait conscience. Et il faut qu'on retrouve, mais je sais pas, une forme de croyance dans nous-mêmes. En fait, c'est ça qui est en jeu. C'est notre capacité à croire que nous sommes forts. Si nous tenons tête, nous sommes forts. Raphaël Glucksmann, Israël envisage une opération militaire terrestre d'envergure à Rafah. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Il faut un cessez-le-feu immédiat. C'est impératif. Il faut un cessez-le-feu immédiat et il faut la libération des otages. Mais c'est impératif pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est la destruction aujourd'hui de l'ensemble de la bande de Gaza. Ce sont des milliers et des milliers de civils qui sont tués. Ce sont 1 400 000 personnes, êtres humains, qui ont été chassés du nord de la bande de Gaza, qui ont été amenés à Rafah et qui aujourd'hui vivent sous la menace, sous les bombes et sous la menace de cette opération terrestre. C'est un carnage. Moi, personne ne pourra me reprocher. Rima Hassan vous reproche de ne pas employer le mot génocide. Rima Hassan qui est sur la liste de Manon Aubry. Parce que j'ai un rapport à ce terme de génocide qui est extrêmement précautionneux et méticuleux. Vous savez à quel point je me suis mobilisé pour l'Ukraine. Je n'ai jamais employé le terme de génocide, même après Boutcha, même après les massacres de Boutcha ou d'Irpin. Je me suis mobilisé sur
la Syrie pendant 12 ans, 500 000 morts. Je n'ai jamais employé le terme de génocide. Vous avez parlé de génocide pour les Ouïghours ? J'ai parlé de génocide au bout de 2 ans, quand un tribunal a qualifié la déportation des Ouïghours de crime de génocide. Et donc moi, j'attends que la justice internationale se prononce, parce que, vous savez, moi, l'acte fondateur de ma vie, ça a été, pendant 2 ans, d'enquêter sur le génocide des Tutsis au Rwanda. J'ai déterré des cadavres dans des fosses communes quand j'avais 20 ans. Et donc, je fais extrêmement attention à l'emploi de ce terme. Mais ne pas employer ce terme, ça ne veut pas dire qu'on ne dénonce pas le crime massif, le crime de masse qui est en train d'avoir lieu, qu'on ne milite pas pour un cessez-le-feu et qu'on ne milite pas aussi pour une position beaucoup plus ferme vis-à-vis de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne, beaucoup plus ferme de la part des dirigeants européens. Par exemple, au Parlement européen, moi j'ai œuvré à ce qu'il y ait une suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, parce qu'il y a une clause dans cet accord qui dit qu'il faut le respect des droits humains. Et donc si là, quand on a une population qui est affamée, méthodiquement affamée, des bombardements qui visent les populations civiles, si on n'active pas cette clause, à quoi elle sert ? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas... Je ne vous parle pas de débattre avec Rima Hassan, parce que là, vous allez dire non. Elle vous le propose. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas débattre avec les autres têtes de liste sur CNews ? J'ai pas très bien compris pourquoi. Alors que le pluralisme existe. Je débat. Je ne dis pas que le pluralisme existe sur CNews, je n'ai pas apporté de jugement. Mais le pluralisme, dans un débat, existe. Je débat 5 fois sur toutes les chaînes avec l'ensemble des candidats. Oui. Et j'ai pas pris cette décision à la légère. Parce que je respecte les téléspectateurs de CNews et parce que j'aime justement débattre, parce que j'adore même débattre. J'adore la confrontation des idées. Est-ce qu'un démocrate peut refuser de débattre ? J'ai pas eu envie de faire semblant. J'ai pas eu envie de faire semblant que CNews était une chaîne info comme les autres. J'ai pas eu envie de faire semblant que CNews c'était comme LCI, comme BFM, comme France Info. J'ai pas eu envie de faire semblant, moi, que CNews c'était pas une chaîne constituée autour d'un projet idéologique. Ce projet idéologique, en gros, c'est celui d'Éric Zemmour, qui d'ailleurs, il y a encore 2 jours, se félicitait pour me répondre et m'attaquer, se félicitait d'avoir tant contribué au succès de CNews. Alors moi, je suis pas du tout pour interdire CNews. Ils ont le droit de porter ce projet. C'est ce que disait Sandrine Rousseau ici même. Ils ont le droit de porter ce projet. Ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Mais moi, j'ai le droit de pas vouloir cautionner ce projet-là en me rendant et en faisant comme si de rien n'était, comme font tant de politiques. Alors certes, peut-être que ça me coûtera. Peut-être que ça me coûtera des voix même. Peut-être que finalement le fait que je sois devenu leur cible numéro 1, qu'ils crachent sur ma famille, qu'ils crachent sur mon père mort, qu'ils crachent sur mon ex-femme, H24, peut-être que ça me coûtera. Mais moi j'ai des convictions et des principes. En fait, je suis entré en politique pour défendre des convictions et des principes. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Et il y a une autre chose que je veux vous dire. C'est que justement, j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences étrangères pendant tout mon mandat au Parlement européen. Et j'ai analysé comment certains médias étaient des chambres d'écho des opérations de déstabilisation de nos démocraties. Et j'ai analysé en particulier le cas de CNews en France. J'ai analysé chambre d'écho de la déstabilisation de notre pays. Regardez, CNews. Concrètement, comment, au lendemain de l'invasion, ils ont fait monter des figures comme Anne-Laure Bonnel, que personne ne connaissait, et qui travaille pour les intérêts russes et qui est venue à l'antenne, expliquer à quel point c'était les Ukrainiens qui massacraient, qui lançaient la guerre et qui étaient responsables de l'invasion de leur propre pays. J'ai analysé aussi des phénomènes particuliers, comme l'épisode des punaises de lit. Vous vous souvenez des punaises de lit ? Au départ, sur les réseaux sociaux, l'attaque des punaises de lit contre la France, c'était monté en épingle par les réseaux russes. Et sur CNews, c'était devenu H24 jusqu'au point où ils ont attribué l'attaque des punaises de lit aux migrants, vous vous rendez compte ? Et ensuite, vous prenez par exemple l'opération de déstabilisation menée par des agents russes qui ont tagué sur les murs de Paris des étoiles de David au lendemain du 7 octobre pour créer une atmosphère de guerre civile en France entre juifs et arabes. CNews s'est fait l'immense chambre d'écho de cette opération de déstabilisation. Et donc moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas faire semblant, en fait. J'ai pas envie d'apprendre à faire semblant. J'ai pas envie de banaliser une situation qui me semble absolument pas banale. Et donc, je ne sais pas faire comme Emmanuel Macron et tous ses conseillers qui cajolent CNews, Valeurs Actuelles et les autres pendant 7 ans et qui ensuite, à chaque élection, vont nous dire « nous sommes le barrage contre l'extrême droite ». Moi, je ne sais pas faire ça. Je n'apprendrai pas à faire ça. Je ne suis pas fait de ce bois-là. Et donc, quand j'ai des convictions et des principes, je les défends et je pose des actes. Raphaël Glucksmann, 2027,
semble-t-il, efface déjà les européennes. Si j'entends plusieurs candidats, si j'entends Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas revenir sur lui, mais quand même. Là aussi, quelle maladie française, je vous jure. Oui. On est le seul pays. Non, mais franchement, on peut se parler. Oui, bah, allez-y. On est le seul pays en Europe oui. qui n'a qu'une seule élection et qui rejoue toujours la même élection. Ouais. Là, on a une élection européenne qui est cruciale, qui est sans doute l'élection européenne la plus importante de l'histoire. Pourquoi ? Mais parce qu'on... Mais vous-même, vous en avez parlé. Vous dites il faut un seul candidat en 2027. Non, vous l'avez dit. J'ai dit que moi... Vous avez dit pour que la gauche se rassemble... J'ai dit qu'il fallait une union de la gauche et que ce sera pas sur la ligne de Mélenchon. Mais elle ne se rassemblera pas sous la ligne de Jean-Luc Mélenchon. La ligne de Jean-Luc Mélenchon. Ce que j'explique, c'est une chose très simple. C'est que ces élections européennes, elles doivent parler d'Europe. Il faut qu'on parle d'Europe. De quelle Europe on veut. Et on n'est pas dans une situation anodine. C'est la première fois qu'on va voter alors que notre continent est en guerre. La même Europe que Valérie Hayé, vous voulez ? Mais écoutez, moi, Valérie Hayé, pour moi... Mais non, mais j'entends ça, j'ai entendu ça. Ce qu'elle est en train de faire, c'est vraiment le symbole du macronisme. Quand elle va sur France Inter, elle connaît son public, et donc elle dit quoi ? Elle dit, oh, vous savez, moi et Glucksmann au Parlement européen, on est exactement pareil, on vote à 90% pareil. Et ensuite, quand elle va sur CNews, elle explique... Elle connaît son public, elle dit « Mais Glucksmann, c'est un affreux gauchiste, il est no border, il veut taxer les riches jusqu'à les faire fuir à Dubaï. C'est une catastrophe, Glucksmann, il est complètement communiste et gauchiste. » Donc à un moment, en fait, il y en a marre. Il y en a marre de cette danse autour du vide, il y en a marre de ces flip-floppers, de ces gens qui adaptent leur discours en permanence à l'auditoire qu'ils visent. Moi, quand je vais chez vous ou quand je vais n'importe où ailleurs, je dis toujours la même chose. Pourquoi ? Parce que j'ai un cap et que j'ai des convictions. Et que, au fond, je pense que les gens ne supportent plus la manière qu'ont les macronistes de dire tout et son contraire à 2 jours d'écart. Donc vous avez des convictions, c'est clair. Le tournis. Il nous donne le tournis, il donne le tournis à notre pays. Et donc à un moment, il faut lui dire, choisis ton angle d'attaque. Mais choisis au-delà de ça, choisis un cap pour l'Europe, un cap pour le pays. Et quand vous me posez la question des différences, je vais vous citer des exemples extrêmement concrets de différences. Oui. Emmanuel Macron, il va se prétendre ultra pro-européen. Je prends la dernière loi progressiste qui a été poussée par la Commission européenne, qui a été actée par le Parlement européen. C'est la loi sur les travailleurs des plateformes. Vous savez, les gens qui bossent pour Deliveroo ou pour Uber, eh bien, ce sont les forçats du 21e siècle. C'est comme les travailleurs journaliers du 19e siècle. Ils n'ont aucun droit. Et là, la Commission européenne fait une directive avec le Parlement européen qui est portée par notre groupe depuis le début, le groupe des sociodémocrates, et qui leur donne des droits. Et quel est le seul pays en Europe qui vote contre cette directive progressiste ? C'est la France d'Emmanuel Macron. Et pourquoi ? Pour faire plaisir à Uber et aux autres plateformes. Et c'est toujours la même histoire. On est pro-européen dans le discours, mais dès qu'il y a des intérêts puissants qui sont mis en jeu, dès qu'il y a des intérêts puissants qui sont menacés par les progrès de l'Europe, eh bien on met son drapeau européen dans la poche et on sort sa casquette de VRP des oligarques. Alors, vous êtes contre le pacte immigration, on est d'accord. Vous êtes pro-nucléaire. On est d'accord aussi, je le rappelle quand même, parce que... Ce que j'explique, c'est une chose très simple. C'est que si on veut faire la décarbonation de notre économie, l'objectif ne peut pas être la sortie du nucléaire. Si on veut réussir la transition écologique, eh bien, il faut investir massivement dans les renouvelables, mais on ne peut pas faire de la sortie du nucléaire un objectif en soi. C'est contradictoire. Moi, je veux pas qu'on rouvre des mines de charbon. Oui. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas confondre la finalité. Mais ouvrir des mines de lithium, vous êtes d'accord, hein ? Mais c'est quoi être écologiste, en fait ? Oui. Est-ce que c'est considérer que les mines de lithium, le lithium, c'est fondamental pour la transition ? Est-ce que c'est considérer qu'il faut que les mines de lithium, elles soient au Chili ? Non. Moi, ce que je veux, c'est que la transition écologique soit un grand projet de réindustrialisation de notre continent. Et ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on rapatrie nos productions, qu'on rapatrie les chaînes de valeur au maximum et qu'on soit donc obligé de rapatrier notre propre pollution. Ça peut sembler paradoxal, mais en fait, il faut apprendre à vivre avec sa pollution et la limiter donc au maximum. Aujourd'hui, on externalise notre pollution. C'est ça qu'on fait. On externalise notre pollution, notre production, donc notre pollution. Et on externalise ensuite nos poubelles qu'on envoie au Ghana. Donc, si vous envoyez vos émissions en Chine et que vous envoyez vos poubelles au Ghana, c'est sûr que vous pouvez vous prétendre écolo. Mais en fait, être écologiste, c'est profondément assumer de produire chez nous. Oui. L'écologie, Patrick Pouyanné, président de Total, était à Houston hier au Texas avec toutes les grandes compagnies pétrolières. Il a taclé l'Europe qui veut sans cesse réguler, dit-il. Je préfère investir aux États-Unis. Vous
C'est patron de Total, français. Le patron de Total a fait des bénéfices records grâce à la guerre en Ukraine. Et nous, ce qu'on porte, c'est justement la taxation des super profits. Nous, ce qu'on porte comme projet, c'est le fait que quand vous bénéficiez d'une situation extraordinaire, vous savez, je vais vous dire une chose. Total est le principal organisateur parrain de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Vous savez quelle conférence ils ont fait au lendemain de l'invasion de l'Ukraine ? Ils ont fait une conférence qui s'intitulait « Les opportunités financières présentées par la nouvelle donne géopolitique ». C'est-à-dire comment on se fait du fric grâce à une guerre qui va tuer des dizaines de milliers et des centaines de milliers de personnes. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on ne fera pas la transition. Et on ne fera pas la solidarité sans obliger Total à contribuer. Par contre, je vais vous dire une chose qui peut vous surprendre. Dans ce qu'il dit là, il y a une alerte qui est intéressante. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe, parce qu'elle n'a pas de grands projets industriels, eh bien, risque de rater le train de la transition écologique. Et que moi, ce que je veux, c'est pas simplement défendre le Green Deal, le pacte vert européen. Ce que je veux, c'est qu'on passe d'un esprit normatif, purement normatif, si vous voulez, émettre des règles et des objectifs contraignants qui sont parfaitement nécessaires, à un esprit d'investissement. On doit faire de cette transition écologique un grand plan de réindustrialisation. On doit montrer que c'est plus d'usines chez nous et pas moins. Les Américains, ils ont fait l'Inflation Reduction Act. D'accord ? C'est un immense plan d'investissement dans les industries de la transition. Et nous, face à ça, eh bien, on est désarmés. Et donc, il faut qu'on fasse notre Inflation Reduction Act. Il faut qu'on fasse un grand plan européen qui permette d'investir dans les industries d'avenir. Aujourd'hui, on se fait ratiboiser par les Américains, mais aussi par les Chinois. On avait des producteurs de panneaux photovoltaïques il y a 15 ans qui étaient des champions et on les a laissés se faire dégommer par une industrie chinoise qui repose sur l'esclavage des Ouïghours à 97% pour la production de polysilicium sur les panneaux photovoltaïques et sur des subventions et des ventes à perte. Et on a laissé nos producteurs se faire ratiboiser. Et si on reste naïf, si on reste comme ça, attaché de manière quasi religieuse au libre-échange international, si on ne met pas en place des barrières qui nous protègent, eh bien la même chose arrivera sur l'éolien, sur les batteries électriques, sur les voitures électriques. On va se faire manger. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on redevienne un continent de producteurs, Jean-Jacques Bourdin. Je veux qu'on produise à nouveau les biens dans les industries stratégiques, comme les médicaments, par exemple. Je veux qu'on produise à nouveau notre énergie. C'est pour ça que la transition énergétique, c'est pas un truc de Amish. Raphaël Glucksmann, l'Union européenne a décidé hier de plafonner, je vous coupe parce que le temps presse, de plafonner les importations ukrainiennes. J'imagine, importation de produits agricoles, hein, les œufs, la volaille, le sucre, l'avoine, le maïs. J'imagine que ça vous satisfait. Il y a des sauvegardes qui sont mises en place. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est indispensable. Il faut des sauvegardes pour nos agriculteurs et il faut aider les Ukrainiens. Et donc, en fait, tout ce débat qui a eu lieu sur le poulet ukrainien, le poulet ukrainien était en train de remplacer le plombier polonais. Moi, j'aimerais juste replacer les choses dans leur contexte. Le poulet ukrainien, aujourd'hui, les importations de poulet ukrainien, c'est rien par rapport aux importations de poulet brésilien. Et donc, on a monté en épingle une histoire, alors même qu'à l'échelle européenne, on travaille à installer des sauvegardes. C'est-à-dire que quand ça dépasse un certain quota, eh bien, il y a des sauvegardes et le retour de droits de douane sur le poulet ukrainien, mais aussi sur le sucre et sur d'autres aliments. Alors, j'avais une dernière question. Hier, opération antidrogue à Marseille, autour du président de la République. Je voulais avoir votre sentiment. On parle beaucoup des consommateurs. Il faut légaliser, dépénaliser ou pas ? Quelle est votre position là-dessus ? Sur le cannabis ? Oui. Moi, je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie, en fait. C'est-à-dire qu'on fait des lois qui ne sont pas respectées, que tout le monde sait ne pas être respecté. En France, on est champion pour ça, d'ailleurs, de faire des grandes lois et ensuite les gens ne les respectent pas. Et ça favorise quoi ? Ça favorise le marché noir, ça favorise la mafia. Ouais. Et donc, moi, je suis très clair là-dessus. Je pense qu'il faut dépénaliser. Je pense que c'est pas du tout bien, mais que cette régulation-là, cette interdiction-là ne fonctionne pas. Il faut dépénaliser, pour vous, c'est clair. Il faut dépénaliser et il faut permettre de lutter contre les trafics. Or, quand vous faites des lois et que vous savez qu'elles ne sont pas respectées, en fait, ce que vous faites, c'est que vous dévalorisez l'idée de loi et ensuite, vous favorisez le monde illégal. Et moi, je suis pour m'attaquer sans relâche, sans faiblesse au trafic. Mais ce qui les nourrit, les trafics, c'est à la fois notre faiblesse et des lois qui, de toute façon, ne seront pas appliquées. Donc, encadrons, mais arrêtons l'hypocrisie. Et de toute façon, en règle générale, arrêtons l'hypocrisie. Je pense que ça doit être ça. C'est parlons vrai, non ? Parlons vrai. C'est parlons vrai. Merci Raphaël Glucksmann d'être venu nous voir ce matin. Vous réagissez. 0826 300 300, vous réagissez tout à l'heure, juste après les infos.